Il est l'homme le plus riche de France, même de toute l'Europe, et la 7e fortune mondiale. On le voit rarement, il parle peu, pourtant c'est l'un des visages les plus emblématiques du luxe au monde. Vous l'avez vu partout, mais vous le connaissez peut-être mal, et son parcours aussi. Son empire reste colossal et sa fortune estimée récemment à plus de 160 milliards de dollars témoigne à quel point il règne encore sur le secteur du luxe mondial. Alors d'où vient sa fortune phénoménale? Est-ce grâce à ses racines, son flair d'homme d'affaires, ses paris audacieux ou simplement à sa stratégie impitoyable? Installez-vous confortablement car voici comment Bernard Arnault a bâti son empire. Bernard Arnault naît en 1949 dans un coin tranquille de la France au sein d'une famille déjà bien installée. Son grand-père dirige une entreprise de travaux publics, Ferret Savinel, qui emploie plus de 1000 personnes. Un monde de chantier plein de poussière et de béton. Sa mère, Marie-Joseph Savinel, se mariera plus tard avec un des ingénieurs de l'entreprise, Jean Arnault, à qui son père confiera la direction plus tard. L'entreprise familiale, c'est déjà dans son ADN. Petit, il suit son grand-père sur les chantiers et s'émerveille devant chaque poutre d'acier posée, chaque plan dressé. Il y a dans ses yeux un mélange de respect et d'ambition, et en parallèle, une autre passion l'anime, la musique, et particulièrement le piano, mais le génie musical ne se dévoile pas. Alors, il rêve grand, postule au concours de l'école polytechnique, un premier échec, et puis il réussit lors d'une seconde tentative, mais pas n'importe comment. Il sort major de sa promotion en 1971 et il tient déjà sa revanche, sa voix. À peine diplômé, à 22 ans, Bernard rejoint l'entreprise familiale. Il bosse aux côtés de son père, ingénieur dans cette PME de travaux publics. Et très vite, à 26 ans, il en prend la tête. Jeune patron, il est courageux et ambitieux. Mais il ne s'arrête pas là. En 1978, il propose une transformation radicale, vendre les activités de BTP pour se lancer dans la promotion immobilière. Son père, d'abord dubitatif, finit par le suivre. Le pari est osé. La nouvelle entreprise développe des résidences de tourisme à la mer, en montagne et dans d'autres lieux insolites. Quelques années plus tard, elle devient un leader dans son domaine en France. En 1981, un tournant politique. François Mitterrand est élu président. Pour Arnault, l'ombre d'une France à gauche suffit. Il s'exile à New York, il installe un bureau dans le prestigieux Rockefeller Center, fonde une filiale américaine de son entreprise et commence à construire un réseau. Dans cette jungle de verre et d'acier, il croise un jeune promoteur excentrique, Donald Trump. Il se lie et plus tard, Trump, devenu président, l'invitera à la Maison Blanche. Une anecdote symbolique, en taxi à l'aéroport JFK, Arnault demande au chauffeur s'il connaît le président français. Le chauffeur lui répond « Non, mais je connais Christian Dior ». Cette réponse marqua de toute évidence Bernard Arnault. En 1984, Arnault revient en France. Il a appris deux choses principales aux États-Unis. L'importance de construire une marque forte et d'être innovant et adaptable face aux évolutions rapides des tendances du marché. Et en plus, les marques françaises ont déjà un rayonnement unique à l'international. De retour, il cible un groupe en difficulté, Boussac, un conglomérat d'ateliers textiles, mais surtout propriétaire de noms prestigieux comme Dior. L'État cherche des investisseurs, Arnault se lance, il n'a pas les fonds nécessaires, mais il monte des partenariats, emprunte au Crédit Lyonnais et fait une offre audacieuse. Il garde une partie des emplois, rassure l'État socialiste et prend le contrôle. Une fois à la tête de Boussac, il ne se contente pas de diriger. Il épure, il licencie, il vend les branches non rentables, sauf Dior évidemment et le bon marché. Le loup en cachemire est né. En quelques années, la valeur de l'entreprise explose. Un investissement modeste, un pari risqué, un retour incroyable. Mais Arnault ne s'arrête pas là. Il vise plus haut, plus large. Il manœuvre stratégiquement entre les héritiers des familles Louis Vuitton et Moet Hennessy. Il entreprend une opéra hostile, rachetant des actions, tirant les cordes dans l'ombre. Peu à peu, il devient actionnaire majoritaire, président et directeur général. Il centralise Dior, Louis Vuitton, les parfums, bref, l'entreprise LVMH est née. Sa vision, un groupe de marques iconiques, à la fois prestigieuses et puissantes, mais toujours indépendantes dans leur essence. La stratégie d'Arnault, c'est l'acquisition. Des maisons de mode, des joailleries, des vins, des hôtels. Il s'est bâti un portefeuille de plus de 70 marques. Dior, Céline, Fendi, Tag Heuer, Bulgari, Tiffany, la liste est longue et avec une diversification totale. Il ne laisse rien au hasard, il cherche des synergies, maximise le potentiel de chaque marque. Il supervise les boutiques, réorganise les vitrines, influence jusqu'à la décoration des magasins. Il veut que l'image de chaque maison reflète son âme et son ambition. Le chemin n'a pas été sans embûches. En 2001, LVMH essuie un revers. C'est la guerre des sacs contre Gucci. Arnault se sent trahi, estimant avoir été utilisé
utilisé dans des manœuvres boursières. Il porte l'affaire devant la justice. En 2011, un autre pari échoue. LVMH tente de prendre le contrôle d'Hermès, mais les héritiers se rebellent. Malgré des participations importantes, Arnault finit par vendre ses actions. Ces moments montrent un autre visage de notre homme, celui d'un prédateur, mais aussi d'un visionnaire résilient. Bernard Arnault n'a jamais caché qu'il prépare la relève. Il implique ses 5 enfants dans l'empire. Delphine gère Dior Couture, Antoine s'occupe de Dior, Alexandre, Frédéric et Jean ont chacun des rôles clés. Pour asseoir son contrôle, il structure sa holding familiale Agache. Les actions deviennent inaliénables pendant des décennies. Il veut éviter les imprévus, gardant le pouvoir entre les mains de sa lignée. En 2025, une décision forte, les actionnaires de LVMH votent pour lui permettre de rester PDG jusqu'à 85 ans. Un signe clair que le capitaine n'a pas l'intention de quitter le navire de sitôt. Et Arnault ne se limite pas à la mode. Que ce soit par sa fondation Louis Vuitton, ses domaines viticoles ou son yacht de luxe, il joue aussi sur le terrain culturel. Il est un collectionneur d'art, un mécène, un stratège du prestige. Ses investissements s'étendent à travers Aglaé Ventures, sa holding familiale. Il parie sur la tech, Netflix, ByteDance, Spotify et autres. LVMH n'est plus juste un conglomérat de luxe, c'est tout un écosystème global. En 2025, Arnault est classé parmi les 8 plus grosses fortunes mondiales selon le magazine Forbes. D'après les magazines Fortune et Forbes, sa fortune fluctue fortement entre les creux provoqués par des baisses de vente de LVMH et des montées spectaculaires. LVMH lui-même reste un géant inébranlable et redevient la société la plus valorisée d'Europe, dépassant même certains géants pharmaceutiques. Arnault n'est pas épargné par la critique. Selon le journal d'information britannique The Guardian, encore plus dernièrement alors qu'il dénonce les taxes sur les très riches et met en garde contre un impôt sur la fortune, estimant que tout cela mettrait en péril l'économie. Sa famille a aussi vendu ses parts dans Lagardère à Vivendi en 2025, marquant un repositionnement stratégique dans les médias. Bernard Arnault n'est pas seulement un magnat des affaires, il est un architecte du luxe, un bâtisseur d'icônes, un stratège qui ne recule devant rien. Il a transformé un héritage modeste de travaux publics en un empire mondial. Certains le voient comme un loup impitoyable, d'autres comme un artisan précieux, un orfèvre du luxe. Mais une chose est sûre, son œuvre est immense et sa vision perdue. LVMH reste un symbole de prestige et Arnault, un homme qui a su inventer son propre destin. Ce petit garçon qui n'avait rien d'exceptionnel a su, grâce à sa vision, son travail acharné et sa persévérance, créer des millions d'emplois et bâtir une fortune de plus de 160 milliards de dollars. Son parcours t'inspire, j'espère, alors retrousse tes manches et passe à l'action, car la magie que tu cherches est dans le travail que tu évites de faire.